Je ne pensais pas que l'invitation au mariage de mon frère allait déclencher tout ça. Quand je l'ai reçue, je me suis contentée de sourire, poliment, même si à l'intérieur, j'étais déjà sur mes gardes. Mon frère et moi, on n'a jamais été proches. En fait, depuis l'enfance, il a toujours eu le chic pour me rabaisser, pour faire de moi le souffre-douleur officiel de la famille. Et pourtant, me voilà, invité à son grand jour, comme si de rien n'était. Ma mère, bien entendu, n'a pas aidé. Elle m'a appelé 2 jours après m'avoir envoyé l'invitation, juste pour me glisser, sur un ton sec, essaie de ne pas sentir les déchets cette fois, Élise. C'est un mariage, pas une décharge. Elle a toujours trouvé mon métier honteux. Et encore, si seulement elle savait ce que je fais vraiment. J'ai longuement hésité à y aller. Je n'avais rien à prouver à personne. Mais mon compagnon, Gabriel, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Va. » Pas pour eux. Pour toi. Pour que tu saches que tu n'as pas à te cacher. C'était tout ce qu'il fallait. J'ai choisi une tenue simple, élégante, sans logo ni clinquant. Pas de marque tapageuse, pas de bijoux tapa accent grave l'œil. Juste moi. Naturel. Assumé. Le jour J, en entrant dans la salle de réception, j'ai senti immédiatement que je n'étais pas la bienvenue. Certains regards glissaient sur moi comme s'ils évaluaient ma valeur en 2 secondes. D'autres chuchotaient en coin, c'est elle ? La sœur qui travaille dans les déchets ? J'ai serré les dents et souri. Je suis allée saluer Thibaut, qui m'a regardé de haut en bas avant de dire « Ah. T'as réussi à trouver une robe potable. » J'ai haussé les épaules. Je n'avais plus 16 ans. Ces pics ne me touchaient plus. Gabriel est resté à mes côtés, un vrai roc. On s'est installé à table, dans un coin peu en vue, loin des membres importants de la famille. Personne ne s'est soucié de nous. Et honnêtement, je préférais ça. Mais c'est lors du vin d'honneur que tout a basculé. Thibaut a pris le micro. Grand sourire, déjà un peu pompette, il a commencé à faire son « discours spécial famille ». Il a félicité notre sœur cadette, brillante avocate, puis a parlé de moi, tout sourire. Et là, devant tout le monde, il a lâché. Et bien sûr, je remercie Élise d'avoir quitté ses poubelles juste pour nous honorer de sa présence. C'est pas tous les jours qu'une pousseuse de déchets débarque en robe. Des rires. Des éclats. Des téléphones qui se lèvent pour filmer. Moi, figé. Gabriel, prêt à bondir. Mais je n'ai rien dit. Je me suis levé calmement. J'ai reposé mon verre, croisé le regard de quelques convives qui attendaient une scène. Rien. Juste un dernier regard pour Thibaut. Et je suis parti. Sans un mot. Mais croyez-moi, ce silence allait faire beaucoup plus de bruit qu'il ne l'imaginait point. Je suis sorti sans claquer la porte. Pas un mot. Pas un cri. Rien. Juste le bruit régulier de mes talons sur le marbre, comme un métronome de dignité. Derrière moi, les rires continuaient. Des éclats moqueurs, amplifiés par l'écho de la salle de réception. Certains pensaient sans doute que j'allais revenir en larmes, provoquer un scandale, les supplier d'arrêter. Mais ce n'est pas dans mon style. Et surtout, ce qu'ils ignoraient tous, c'est que ce moment était leur dernier ricanement à mes dépens. Sur le parking, j'ai ouvert la portière de ma voiture sans trembler. J'ai pris une grande inspiration, j'ai regardé le ciel. Puis j'ai éclaté de rire. Pas un rire nerveux. Un vrai, un profond. Parce que tout ce cirque venait de sceller quelque chose d'important, je n'avais plus à faire semblant. Je n'avais plus à jouer la sœur tolérante, la fille compréhensive, le membre discret de cette famille toxique. Gabriel est sorti peu après. Il m'a regardé, inquiet, prêt à me soutenir si j'explosais. Mais je l'ai rassuré d'un simple geste de la main. « Tu veux qu'on y retourne ?» qu'il m'a demandé. Non, j'ai fini mon rôle dans cette pièce de théâtre. Dans la voiture, on a roulé en silence pendant un moment. Pas parce que je n'avais rien à dire. Mais parce que ce silence était mon armure. Il me permettait de digérer, d'observer. D'évaluer l'ampleur de ce qui venait de se passer. Le soir même, alors que je prenais une douche pour effacer cette journée ridicule, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Messages, notifications, mentions.
J'ai compris rapidement que quelqu'un avait filmé le discours. Et que cette vidéo tournait déjà sur les réseaux. Je n'y ai pas réagi. Pas tout de suite. J'ai simplement enregistré la vidéo, sauvegardé tous les commentaires, les captures, les tags. Ce genre d'humiliation publique, je n'allais pas la combattre avec colère. J'allais répondre autrement. Le lendemain, j'ai tout supprimé, numéros familiaux, groupe WhatsApp, discussions passées. Blackout total. Ma mère a essayé de m'appeler. Ma sœur aussi. Même Thibaut, qui a eu l'audace de m'envoyer, c'était juste pour rire, t'es trop susceptible. J'ai lu. Puis j'ai bloqué. Fin de la pièce. Rideau. La semaine suivante, j'étais à Lisbonne avec Gabriel. Pas pour fuir, non. Pour finaliser une signature, l'achat d'un hôtel éco-responsable situé en bord de mer. Un projet sur lequel je travaillais depuis des mois, dans l'ombre, comme toujours. Cette fois, j'avais décidé de le gérer moi-même, sans écran, sans intermédiaire. Je n'étais pas qu'une simple pousseuse de poubelle. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je possédais des parts dans plusieurs entreprises de recyclage. Que j'investissais depuis 10 ans dans l'immobilier durable. Que ma petite vie minable leur rapportait plus, en taxes, qu'ils ne pourraient jamais rêver de payer. Mais ce que j'allais leur faire voir, ce n'était pas ma richesse. Ce n'était même pas ma revanche. C'était mon absence. Et croyez-moi, c'est ce silence-là, qui allait les étouffer. Ils pensaient que je vivais dans les ordures. Ils n'avaient aucune idée que je les transformais en or. Mon quotidien, celui que ma famille méprisait, était à 1000 lieues de la caricature qu'ils s'étaient construite. Pendant que Thibaut se pavanait en costume 3 pièces financé par les dettes de son entreprise, moi je jonglais entre réunions d'investisseurs, réhabilitation d'immeubles, et acquisitions ciblées. En silence. En toute discrétion. Ce que personne ne savait et que j'avais toujours soigneusement évité de leur révéler, c'est que je possédais 37 lots immobiliers répartis sur 3 pays. Des appartements rénovés à Paris, des duplex écolos à Lyon, une petite résidence à Bordeaux, et récemment, un complexe hôtelier en bord de mer au Portugal. Des années de travail, de sacrifices, de réinvestissement stratégique. Pas d'héritage. Juste ma cervelle, et ma capacité à encaisser. Mon point d'entrée ? Le monde du recyclage. Ce boulot dégoûtant que Thibaut trouvait risible m'a permis d'acheter mon premier bien à 24 ans. En 6 mois, je l'ai entièrement rénové et loué à prix fort. De là, tout s'est enchaîné, j'ai compris que le monde jette ce qu'il ne comprend pas. Et moi, j'allais me spécialiser là-dedans. Je collectais les ruines, les laissais pour compte, et je les transformais en bijoux. Ce que ma famille appelait vivre avec les déchets, c'était pour moi une philosophie. Je me plaisais à rester dans l'ombre, à garder un profil bas. Pourquoi ? Parce que les regards changent dès que l'argent entre dans la pièce. Et je n'ai jamais voulu qu'on m'aime pour ce que je possède. Alors j'ai fait profil bas. J'ai laissé les gens supposer. J'ai laissé Thibaut croire que j'étais la honte du clan. Ça m'arrangeait. Mais après le mariage, quelque chose a basculé. Je ne voulais plus seulement vivre dans le silence. Je voulais que mon silence devienne une déclaration. Une réponse sans cri. Une vérité impossible à ignorer. Gabriel m'a regardé un soir, alors qu'on partageait un dîner au bord de la piscine de notre maison secondaire. Il m'a dit. Tu sais, tu pourrais tout simplement leur montrer qui tu es vraiment. Pas pour te venger. Mais pour toi. Je l'ai regardé longuement. Il avait raison. Il n'y avait plus rien à prouver, mais tout à affirmer. Alors j'ai pris une décision. Pas de confrontation. Pas de message haineux. Pas de statut Facebook passif-agressif. Je préparais notre mariage. Mais cette fois, ce serait à ma manière. Pas dans un salon loué à crédit ou avec une robe payée par la belle-mère. Non. Ce serait un mariage en pleine lumière. Le genre de lumière que même les aveugles du cœur comme ma famille ne pourraient pas ignorer. Mon mariage n'allait pas être une cérémonie. Ce serait un message. Pas un mot dirigé contre ma famille. Juste une réponse élégante, cinglante par sa sérénité. Une revanche douce, sans venin, mais inoubliable. Et cette fois,
J'allais tout orchestrer moi-même. Tout a commencé dans le sud du Portugal, là où je venais de finaliser l'achat d'un ancien monastère transformé en hôtel éco-responsable. Vue panoramique sur l'océan, matériaux recyclés, architecture restaurée à la main. C'était à la fois un investissement et une métaphore parfaite de ce que je suis devenue. Quand j'ai annoncé à Gabriel que je voulais qu'on s'y marie, il m'a regardé avec un mélange de surprise et de fierté. Il m'a dit: t'as pas besoin de crier pour que le monde t'écoute. Là, ils vont t'entendre sans même que tu parles. J'ai contacté une équipe de production audiovisuelle avec laquelle je collaborais déjà à travers ma fondation. L'idée était simple, filmer le mariage dans le cadre d'un documentaire sur les femmes invisibles devenues puissantes. Rien de tape à accent grave l'œil. Juste de la vérité. De l'inspiration brute. La robe? Dessinée par une créatrice indépendante, faite de tissus récupérés, brodés à la main. Aucun logo. Aucune extravagance. Mais chaque point, chaque couture racontait mon histoire, celle qu'ils n'ont jamais voulu entendre. La liste des invités était restreinte. Aucun membre de ma famille. Juste nos amis les plus proches, mes partenaires de projet, quelques femmes entrepreneurs que j'admirais. Pas de rond de jambes. Pas de fausse politesse. Le jour du mariage, le ciel était parfaitement bleu. La cérémonie s'est déroulée en silence, face à l'océan. Aucun discours exagéré. Juste Gabriel et moi, debout sur la falaise, entourés de ceux qui m'avaient réellement connu et respecté. Mais c'est la diffusion du documentaire qui allait changer la donne. 2 semaines après le mariage, l'épisode fut mis en ligne sur une chaîne spécialisée dans les portraits inspirants. Le titre? L'héritière silencieuse, celle qu'ils avaient oubliée. La vidéo a explosé en 48h. Le contraste entre l'élégance du lieu, la sincérité des images et mon passé de pousseuse de poubelle a captivé le public. Des millions de vues. Des milliers de commentaires. Des femmes, des mères, des filles, toutes disaient la même chose: elle a fait ce que nous rêvons toutes de faire. Et là, sans surprise, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord un appel. Puis 2. Puis 5. Thibaut. Ma mère. Ma sœur. Tous. Mais j'étais occupée. À vivre la vie qu'ils avaient toujours refusé de voir. Et cette fois, ce n'était plus moi qui cherchais leur approbation. C'était eux, qui mendiaient la mienne. 105 appels en 2 jours. Je ne les ai pas rêvés. Ils étaient bien là. Alignés dans mon historique comme un mur de panique. Mon téléphone vibrait à en chauffer mes paumes. Mais je ne répondais pas. Parce que je savais exactement pourquoi ils appelaient maintenant, et pas avant. Pas quand je m'éreintais à gérer seul 3 jobs pour rénover mon premier studio. Pas quand j'avais besoin d'un coup de main pour mes papiers administratifs et que tout le monde était trop occupé. Pas quand ils riaient dans mon dos à chaque repas de famille, en me lançant des pics voilés. Pas quand Thibaut m'a humilié publiquement, sans un soupçon de remords. Non. Ils appelaient maintenant. Parce que j'étais à la télé. Parce que j'étais devenue quelqu'un à leurs yeux. Parce que tout à coup, leur sœur, leur fille, leur pousseuse de poubelle brillait plus fort qu'eux. Le premier message vocal de ma mère m'a laissé sans voix. Élise, ma chérie. Je ne savais pas. Tu aurais dû nous dire pour tout ça. On est tellement fiers de toi. Ton frère ne pensait pas à mal. Il plaisantait. Reviens nous voir. Tu sais que tu comptes pour nous. Non. Je comptais maintenant. Parce que j'étais utile. Parce que je brillais. Parce qu'il pouvait peut-être gratter un peu de cette lumière. Thibaut, lui, a envoyé un message plus sec. Tu fais genre t'es une grande dame maintenant? Tout ça c'est juste pour nous faire passer pour des monstres. Reviens discuter. T'es allé trop loin. Je crois que c'est ce moment-là qui m'a fait rire. Aller trop loin? Ce n'est pas moi qui ai pris un micro pour me ridiculiser devant 200 personnes. Ce n'est pas moi qui ai construit toute ma légitimité en écrasant quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi qui suis allé trop loin. C'était eux. Et maintenant qu'ils commençaient à voir les conséquences de leurs gestes, ils paniquaient. Gabriel m'a demandé un soir, pendant que je répondais à des mais.
Tu comptes leur parler un jour? J'ai réfléchi. Sincèrement. Non. Pas pour l'instant. Et s'ils insistent? Ils peuvent t'appeler 100 fois. 200. Ça changera rien. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est se sauver eux-mêmes. Pas réparer. Je n'avais ni colère, ni vengeance en tête. J'avais juste une paix, que je refusais de compromettre. Et quelque part, dans leur précipitation à me reconnecter, ils comprenaient enfin ce que leur silence m'avait coûté toutes ces années. La seule différence? Moi, mon silence avait une valeur. Le leur, ne leur avait rien appris. Je n'ai pas ouvert la lettre tout de suite. C'était une enveloppe ivoire, écrite à la main. L'écriture tremblante de ma mère. Elle n'écrit jamais. Elle envoie des messages brefs, sans ponctuation, souvent secs. Mais là, elle avait écrit. Elle avait pris le temps. Peut-être même qu'elle avait pleuré en le faisant. Peut-être. Mais je n'ai pas ouvert la lettre tout de suite. Je l'ai laissée sur mon bureau pendant 3 jours. Et quand je l'ai enfin lue, j'ai compris, elle ne regrettait pas ce qu'ils avaient dit, elle regrettait que le monde l'ait vue. Élise, tu es ma fille. Je t'aime même si je ne l'ai pas toujours montré. Ta réussite est impressionnante. Tu as su faire ton chemin. Je suis fière de toi. Mais ce serait bien que tu parles avec ton frère. Il traverse une période difficile. Encore ce « mais ». Toujours ce « mais » qui efface tout ce qui précède. Elle n'était pas venue vers moi pour comprendre. Elle venait pour calmer la tempête. Pour rétablir les apparences. Parce que maintenant, c'était elle qui se sentait mal, et elle voulait que je lui tende la main, comme si rien ne s'était passé. J'ai accepté de la voir. Une fois. Pas pour pardonner. Pour lui dire les choses clairement, une bonne fois pour toutes. On s'est retrouvés dans un petit café discret. Elle était déjà là, assise droite, visiblement nerveuse. Elle m'a souri en me voyant. J'ai souri aussi. Pas parce que j'étais heureuse. Parce que je n'allais plus fuir. Elle a commencé par quelques banalités. M'a dit que j'étais jolie. Que Gabriel semblait gentil. Puis elle a doucement amené la question de Thibaut. Que tout le monde fait des erreurs. Qu'il n'a jamais su comment te parler, tu sais bien. Et puis cette phrase. Tu pourrais peut-être l'aider, maintenant que tu es en position. Non. C'est là que j'ai posé ma tasse. Lentement. J'ai croisé ses yeux. Tu sais ce qui m'a toujours blessé? Ce n'est pas que vous m'ayez rabaissé. C'est que vous n'ayez jamais pris la peine de me connaître. J'étais là, sous votre nez, à construire quelque chose. Et vous ne m'avez jamais demandé qui j'étais vraiment. Vous ne me voyez pas. Vous ne m'avez jamais vu. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Elle a essayé de répliquer. De pleurer. De se justifier. Mais c'était fini. Je n'étais plus l'enfant qui attendait l'approbation. Je n'étais plus la fille qui voulait juste qu'on la regarde avec fierté. Je me suis levée. J'ai appris à vivre sans votre regard. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de la voir. Et je suis sortie du café. Il pleuvait. J'ai souri. La pluie, elle, ne juge pas. Elle tombe pour tout le monde. Je crois que c'est à ce moment précis que tout a vraiment basculé. J'avais laissé derrière moi des années d'effacement, de silence, de petites humiliations qu'on empilait comme si ça ne comptait pas. Et maintenant, j'étais libre. Pas juste financièrement. Pas juste socialement. Mais intérieurement. Et pourtant, ce n'est pas moi qui ai lancé la prochaine étape. C'est la vie, ou le karma, ou je ne sais quoi, mais le retournement, lui, il a été brutal et public. Tout a commencé avec un article. Un de ces papiers people comme on en voit tous les jours, mariage de la saison, l'union discrète de l'héritière Élise M avec le fondateur de l'entreprise Arcadia. Une simple ligne dans une rubrique lifestyle, une photo prise à distance Gabriel et moi, sur la terrasse d'un château du Luberon. Et là, c'était foutu. Les rumeurs ont explosé. En moins de 24 heures, je recevais plus de messages que je ne pouvais en lire. Des appels manqués, des textos d'anciens camarades de classe,
des collègues, des gens de la famille que je n'avais pas entendus depuis des années. Et surtout, ma mère. Mon frère. Et le reste du clan. 105 appels. C'est le chiffre exact. J'ai compté. Le téléphone vibrait sans cesse, comme si on voulait faire trembler mon monde pour que je revienne. Mais c'était trop tard. Ce monde-là ne m'appartenait plus. Thibaut, mon frère, a même osé m'envoyer un message vocal. Sa voix était mielleuse, mielleuse au point d'en être presque écœurante. Et Élise, écoute, je crois qu'on a tous fait des erreurs, hein. On était jeunes, cons. C'est le passé. Ce serait dommage de se fâcher pour des trucs d'avant. Puis tu sais, on a un projet avec Manon, ça pourrait peut-être t'intéresser. T'as de quoi investir, non? J'ai ri. Un vrai rire. Celui qu'on a quand la comédie devient trop grosse pour être crédible. Il n'avait rien appris. Il ne regrettait rien. Il voulait juste leur part. Et moi? Moi, j'étais là, en face de Gabriel, dans notre maison baignée de lumière, à organiser une fondation pour l'accès au logement des femmes précaires. Je m'investissais dans quelque chose qui avait du sens. Quelque chose qui ne dépendait pas du regard des autres. Et plus le téléphone vibrait, plus je comprenais une chose simple, le silence est parfois le meilleur des messages. Parce qu'il dit, tu ne fais plus partie de mon présent. Et ce message-là, je savais qu'il l'avait reçu. Point le plus ironique dans toute cette histoire? C'est qu'il pensait encore avoir le contrôle. 2 semaines après l'article sur notre mariage, j'ai reçu une invitation par mail. Une réunion de famille. Pas un anniversaire, ni un repas de Noël. Non. Une rencontre importante pour discuter d'affaires familiales urgentes. J'ai presque éclaté de rire en lisant ça. Urgente? Après des années d'ignorance? Après m'avoir expulsée de leur vie comme si je n'étais qu'un déchet? Maintenant que j'étais devenue intéressante, je redevenais subitement un membre de la famille. Mais j'ai décidé d'y aller. Pas pour renouer. Pas pour pardonner. Juste pour clore le chapitre, à ma manière. Le jour venu, j'ai choisi une tenue simple mais impeccable. Pas d'extravagance. Pas de marque tapageuse. Je voulais qu'ils sentent que j'étais devenue quelqu'un, sans jamais avoir eu besoin d'eux. Quand je suis entrée dans la pièce, le silence s'est abattu comme une chape de plomb. Ma mère s'est levée, les yeux brillants, comme si elle allait se jeter dans mes bras. Mais je me suis contentée d'un hochement de tête. Le message était clair, on n'efface pas les blessures avec un sourire. Mon frère, lui, semblait mal à l'aise. Il n'avait plus la posture arrogante du mariage. Plus de costume 3 pièces, plus de champagne à la main, plus de ricanement au teint. Juste un regard fuyant et des mains moites. Et Élise, écoute, on voulait te parler d'un projet. On a pensé que tu pourrais investir. Avec tes moyens, disons. Voilà. C'était ça, leur urgence. Pas des excuses. Pas des regrets. De l'argent. Je les ai laissés parler. J'ai écouté les chiffres, les idées, les estimations ridicules. Tout en gardant un visage neutre. Et puis, calmement, j'ai pris la parole. C'est drôle. Vous vous souvenez quand j'étais la pousseuse de poubelle? Quand ma place n'était même pas à votre table? Je me demande pourquoi aujourd'hui, je suis soudainement assez bien pour investir. Ils ont voulu réagir. Se défendre. Minimiser. Mais j'ai levé la main. Je ne suis pas là pour discuter. Je voulais juste vous dire une chose, j'ai bâti ce que j'ai sans vous. Je n'ai pas besoin de vous. Et surtout, vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Je me suis levée. J'ai tourné le dos. Et je suis sortie. Ce jour-là, j'ai compris que parfois, la plus belle revanche, ce n'est pas de crier sa réussite. C'est de montrer, sans un mot, que plus rien de leur monde ne nous atteint. Ils m'avaient jeté dehors en pensant m'humilier. Mais c'est moi qui ai eu le dernier mot. Sans crier. Sans me venger. Juste, en vivant mieux. Et ça, c'est une chose qu'ils ne pourront jamais acheter.